Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la question de comment aborder les moments délicats de votre expérience. Alors, je l'ai fait en deux temps, vous pouvez le constater déjà rien qu'avec cette slide, car il y a, mine de rien, beaucoup de moments délicats. Je les ai listés et à un moment donné, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça va faire 3 heures de présentation. Je pense que vous avez mis suffisamment de temps sur Avatar. On va éviter d'en faire une présentation qui dure 3 heures. Donc, du coup, j'ai voulu splitter en deux. Ensuite, deuxième point, ce sont des cas que j'ai entendus et pour lesquels j'ai pu donner des conseils, mais toutes vos suggestions, vos remarques sont les bienvenues car on n'a pas la source infuse sur des sujets aussi personnels. Il y a même des cas que je n'ai pas eu l'occasion d'entendre, comme par exemple le cas de la prison. C'est tout bête, mais c'est un moment délicat, pas évident à aborder en entretien, voire parfois ce sont des choses à ne pas dire. Et donc, il y a des points où vraiment je n'ai pas les réponses en fait. Donc, j'ai essayé de lister ceux pour lesquels je pouvais donner des conseils et qui me semblent, entre guillemets, plus ou moins faciles, je mets des guillemets hein, bien sûr, à aborder. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par moment délicat? Tout d'abord, c'est une expérience ratée. Moi, c'est ce que j'ai pu entendre parfois, une fin de rupture, enfin, voilà, une coupure de la période d'essai, le cas du licenciement, le cas du chômage. Alors là, c'est pareil, j'ai beaucoup hésité à mettre l'histoire du chômage parce que, à mes yeux, c'est presque devenu une normalité aujourd'hui sur le marché du travail. Mais j'entends encore beaucoup trop de personnes qui ont du mal à dire qu'ils sont au chômage, qui n'assument pas cette posture. Donc, je l'ai volontairement mentionné dans cette présentation. La maladie grave, donc ça peut être votre cas à vous de la maladie ou celle d'un proche, d'un enfant. C'est jamais simple. Et ensuite, le deuxième pendant, c'est le harcèlement sexuel et moral, ce qui vous a poussé à partir de votre job, la dépression, le burn-out et l'handicap. Alors, sur cette présentation, vraiment, je me suis attardée sur les 4 premiers et il y aura donc une deuxième présentation où je parlerai des 4 autres que vous voyez là justement sous vos yeux. Tout d'abord, voici ce que j'ai envie de vous dire dans cette présentation. Ce sont des mots sincères et j'espère que vous les entendrez avec beaucoup de bienveillance. Mais vraiment, soyez empathique avec vous-même et votre histoire. Moi, j'entends beaucoup de personnes qui ont vécu des moments ultra compliqués, difficiles, qui se mettent une pression folle par rapport au marché de l'emploi, par rapport à leur employabilité, par rapport à, on va dire, une pression même familiale, etc. Et déjà, j'ai envie de vous dire, ces personnes, ok, elles n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Vous êtes encore peut-être dans ce moment difficile, aussi bien devant votre miroir, mais aussi devant un psychologue que vous continuez de consulter ou peut-être en pleine thérapie. Bref, on sait quoi. Moi, en tout cas, j'ai conscience de ça, que c'est déjà la première chose à faire, c'est déjà de vous dire respecte-toi. Quoi. Toi, tu te regardes dans le miroir, la première chose, c'est ça, c'est respecte-toi. T'es pas le Superman, t'es pas la personne, Dieu le Père, t'as des failles et peut-être plus fortes que certaines autres personnes qui n'ont pas vécu ce que tu as vécu. Donc vraiment, ayez même si je sais que c'est pas simple, cette prise de recul avec vous-même, cette prise de recul par rapport à votre histoire. Ensuite, le deuxième point que j'ai envie de donner, c'est zéro honte en fait. Quoi, je veux dire, il n'y a pas de sentiment de honte ou de culpabilité que d'être passé par ces moments dont vous êtes passé. Il y a pas voilà, quand vous arrivez à un entretien, si vous souhaitez l'aborder, il n'y a pas ce sentiment à avoir en fait. Je veux dire, on se rend compte, et là j'en viens au troisième point, dépassionnons le débat, que lorsqu'il nous arrive des merdes, mais vraiment très fortes, quand on les partage, on en parle autour de soi, en fait c'est fou le nombre de personnes qui sont parfois concernées parce que l'on a vécu de près ou de loin. Je donne un exemple tout bête. Moi, j'ai vécu une fausse couche et c'était un moment très dur. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à mettre ce sujet sur la table, que ça soit avec des proches, des amis, des gens même sur le plan professionnel en fait, parce que je suis quelqu'un qui partage un petit peu ma vie sur les réseaux sociaux, il a fallu vraiment que je mette ce sujet sur la table pour me rendre compte qu'en fait, on était nombreux et nombreuses à avoir vécu ça de près, de loin. Et tout de suite, ça met en fait en perspective le fait que les gens sont beaucoup dans le silence
dans ceux qui vivent en fait. C'est-à-dire que des fois vous avez des bonjours à la machine à café, vous avez des sourires dans des salles d'entretien, vous avez des sourires lors des réunions, mais on ne sait pas ce qui se cache derrière les sourires. Et il y a parfois des histoires assez douloureuses, sordides, très compliquées. Et c'est au moment où vous mettez en fait le sujet sur la table où vous vous dites ah ouais en fait je suis pas seule quoi. Donc c'est presque ce que j'ai envie de dire aussi à travers cette présentation, c'est déjà vous n'êtes pas seul. Vraiment, vous n'êtes pas seul. Et moi, j'entends énormément d'histoires, j'entends beaucoup comme je le disais, je suis un peu parfois ce sas de confidence par rapport à ma posture d'agent de carrière. Et c'est assez impressionnant de voir que, en fait, quand une personne me raconte une histoire, je me dis, ah purée, ça me dit quelque chose. Cette histoire, je l'ai déjà entendue quelque part, et ainsi de suite. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est de vous montrer que, vraiment, vous n'êtes pas seul. Et tous les recruteurs et les employeurs ne sont pas des chiens. Alors ça, c'est vrai que ça peut sembler étonnant, ça peut sembler même pas du tout populaire comme opinion, mais c'est vrai, c'est-à-dire que il y en a beaucoup qui vont peut-être regarder d'un coin de l'œil, non pas qu'ils sont en train de vous juger, sachez-le, mais qui sont parfois dans la méconnaissance du sujet. Et la méconnaissance, ça peut provoquer deux histoires, des gens qui sont dans la peur, dans le rejet, dans l'agression, dans la violence. On le sait tous, ce que ça peut conduire la peur, l'ignorance, même à l'échelle de notre pays, de notre histoire. Mais il y a ceux aussi qui sont là en fait dans qu'est-ce que je peux faire, comment je peux agir. Et ils sont plus dans la démarche d'action, mais avec cette peur de rater en fait, cette peur de mal faire, cette peur de blesser. Et ça, c'est vraiment une réalité, c'est-à-dire que des fois, vous abordez le sujet en totale décontraction, et vous avez raison. Et en face, l'attitude, en fait, ça, c'est pas forcément de l'attitude négative, c'est comment j'essaye d'aider cette personne, comment je peux aborder ce sujet sans faire de la discrimination aussi. Parce que quand on met l'handicap sur la table, quand on met tout un tas d'éléments typiquement très personnels, la santé, le trouble psychologique, bien la personne en face, le recruteur, il doit à la fois être dans une démarche d'empathie vis-à-vis de vous, mais surtout ne pas rentrer dans le terrain en fait de la loi et de la discrimination. Et mine de rien, c'est une gymnastique qui est pas du tout évidente. Ça, je voulais vraiment le dire parce que c'est très important de commencer cette présentation en vous mettant tout ça sur la table. Ensuite, pensez stratégie et non confession intime dans le sens où vraiment vous avez un sujet important à mettre sur la table. L'idée n'étant pas de déballer tout, et ça j'en parlerai un petit peu plus tard dans la présentation, en mettant vraiment tout le pathos sur la table, en mettant tout ce que vous ressentez, en mettant parfois énormément de détails. On n'est pas chez le psychologue, on est dans un entretien d'embauche. Donc c'est important des fois de savoir faire le split, et je sais combien des fois c'est pas évident parce que les moments où on peut se livrer sur soi sont assez rares. Et l'entretien de recrutement est parfois ce sas où on peut se livrer énormément, mais en même temps, ce n'est pas uniquement fait pour ça. Donc c'est important de mettre davantage le curseur sur comment je peux l'aborder de façon presque stratégique, intelligemment, sans que ça vous dessert. Ensuite, c'est penser impact. Des fois, il y a des sujets où vous allez vous dire mais pourquoi j'en parle? Est-ce qu'il y a un intérêt vraiment à en parler? Des fois, pas du tout. C'est-à-dire que puis y avoir des histoires de licenciement, il n'y a pas forcément d'intérêt à expliquer, à mettre le mot licenciement sur la table. Par contre, l'histoire de l'handicap ou de la gestion d'un enfant, la grave maladie, ça a des contraintes dans votre quotidien pour le poste. Peut-être que là, ça a du sens, en fait. C'est-à-dire que si vous devez faire des allers-retours au CHU pour faire des examens par rapport à votre enfant qui a un cancer, ça a peut-être du sens. Si vous avez typiquement des contraintes médicales assez importantes dans le quotidien de votre job et ça a du coup des impacts peut-être dans la gestion des réunions, ce genre de choses, peut-être que là, ça a du sens d'en parler en fait. Est-ce que ça a un impact? Déjà, posez-vous cette première question. Ensuite, posez-vous, prenez le temps de réflexion. Moi, j'ai entendu une personne vraiment qui aujourd'hui a connu une histoire vraiment personnelle tragique. Rien que d'en parler, ça me donne des émotions. Et en fait, vraiment, la première chose qu'on s'est dit, elle et moi, c'est, voilà, pose-toi vraiment, c'est important parce que de se mettre tout de suite dans une démarche de recherche, c'est super compliqué. Et des fois, c'est une façon un peu, comment dire ça simplement, d'avoir un exutoire pour oublier. Tiens, voilà, je vais me mettre à chercher, premièrement, je vais accepter un autre job, ça va me permettre justement d'oublier ce que je vis. Et s'oublier dans un job, parfois, ça peut entraîner vraiment des conséquences assez graves. Donc, c'est vraiment important de se poser, de se dire, là, à un moment donné, si je dois faire une rupture, si je dois prendre, je sais pas, tant de temps pour moi,
prenez-le en fait. Vraiment prenez-le parce que ça va revenir sur la table en fait. Ça va revenir de façon peut-être même aggravée avec des répercussions physiques parce que vous n'avez pas fait le deuil, vous n'avez pas fait cette coupure en fait nécessaire pour justement bien avancer dans votre nouveau job. Donc vraiment, posez-vous, prenez le temps de la réflexion. Ensuite, le premier point, c'est donc l'expérience ratée. L'expérience ratée, c'est déjà tout bête, hein, mais se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une expérience ratée? Parce que ça, moi, je l'ai entendu aussi beaucoup en entretien, des personnes qui me disent, bon, voilà, ça a été raté, j'ai pas validé ma période d'essai, c'est de ma faute. Et il y a un sentiment de culpabilité énorme sur soi qui porte la personne sur ses épaules, qui dit, bah, c'est de ma faute, en fait, forcément. Bah, pas forcément en fait. Des fois, il y a des coupures de période d'essai qui sont liées à des histoires tout simplement de stratégie d'entreprise qui est d'écrémer très rapidement le staff. C'est pas forcément votre problème à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, ça peut être aussi tout simplement un mismatch sur le plan de votre personnalité avec l'employeur. Il se trouve que le manager n'a pas cerné ça en entretien. Vous vous retrouvez à être confronté avec cette personne. Et peut-être que dans le cadre de ce job, ça fonctionne pas. Mais peut-être que dans le cadre d'un autre job, votre personnalité, elle est complètement attendue, souhaitée. Ça fonctionne en fait. Donc déjà, pourquoi se rater? C'est déjà se dire, est-ce que c'est de mon fait? Est-ce que c'est du fait, à un moment donné, de l'entreprise ou est-ce que c'est du fait des deux? Donc, c'est déjà de se poser la question, pourquoi vous considérez ça comme un raté? Et c'est tout bête, mais même s'il y a une coupure de période d'essai, même s'il y a eu un échec, comme dirait notre ami Macron, peut-être que tout simplement ça n'a pas fonctionné. Ensuite, et donc du coup par rapport à ça, c'est important de récolter le maximum de feedback. Le feedback, c'est quoi? C'est votre manager, c'est les collègues, c'est aussi des gens de votre entourage. Vous racontez l'histoire et ça vous permet vraiment de se dire bah tiens en fait j'ai des choses à dire par rapport à cette expérience, aussi bien moi ma vision des choses, mais aussi la vision des autres des autres personnes de l'entreprise et ça vous permet peut-être de nuancer, de doser ce que vous appelez comme étant raté. Ensuite, une fois que vous avez récolté toutes ces informations, sortir le positif, les enseignements. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, qu'est-ce que vous pouvez en tirer de positif par rapport à tout ça? Certainement que, ok, il y a eu une coupure de période d'essai, ok, j'étais là que 3 mois, mais sur ces 3 mois, il s'est passé des choses. Sur ces 3 mois, il y a des choses peut-être qui sont valorisantes. Peut-être que vous avez mis en place des choses. Peut-être qu'il y a quand même je sais pas, des apprentissages sur des technologies, sur des environnements, j'en sais trop rien, mais quels sont les enseignements même aussi humains, c'est-à-dire certainement des choses que vous ne voulez plus pour la suite. Et à partir de là, tracez le fil conducteur de votre discours. Et par rapport à ça, je vais vous aider. Tout d'abord, commencez voilà, par la formule en disant bah, je vais être très honnête, cette expérience a été un raté, assumez-le en fait, il n'y a pas de souci, mais voici en quoi elle m'a rendu aussi meilleure humainement et techniquement. C'est important déjà de mettre effectivement le contexte, c'est-à-dire voilà, poser les éléments factuels qui suscitent une certaine unanimité, une adhésion. Une expérience ratée, ça peut être bah, voilà, un mismatch, comme je l'ai dit, culturel. Ça peut être aussi un mismatch par rapport à la qualité. Bah, voilà, on n'était pas raccord sur comment délivrer le produit, la solution, et potentiellement en face, peut-être qu'ils seront assez d'accord avec ça. Oui, on m'a dit ça sur la fiche de poste. Il se trouve qu'en l'état, c'est pas du tout ce qui a été écrit dans la fiche de poste. Je leur ai dit que je voulais pas partir faire plusieurs déplacements par rapport à mes contraintes familiales. Il se trouve que tout de suite, on m'a mis ça sur la table, etc. Ça peut être sur l'histoire du remote. Bref, il y a plusieurs choses des fois qui sont assez factuelles et qui, moi en tant que recruteuse, je me dirais bah ouais en fait c'est normal, moi aussi si je serais à sa place, je serais certainement partie en fait. Donc déjà c'est de mettre sur la table ce qui peut provoquer potentiellement l'adhésion, l'unanimité de façon la plus détachée possible, le plus neutre possible. Sans forcément dire c'est des gros cons, des gros nazes, ils ont pas su me garder, ils savent pas ce qu'ils ont perdu, quoi. C'est important aussi de mettre un petit peu de doser du recul et de mettre de la neutralité. Et surtout d'avoir une attitude positive par rapport justement au bilan. C'est quoi les enseignements, les apprentissages et surtout ce que vous voulez pour la suite et ce que vous aurez pu peut-être faire autrement. Et là, c'est intéressant de se dire que, bah, en fait, ok, c'est un raté, mais la personne, immédiatement, dans sa réflexion, on va se dire, bah tiens, elle propose des solutions. C'est-à-dire que, admettons, je sais pas, c'est une histoire de qualité, vous dites bah voilà moi typiquement il y a eu un mismatch sur ça si j'avais les clés de la maison et qu'on m'avait laissé la possibilité de m'exprimer dans ce job
Bah moi j'aurais fait potentiellement les choses ainsi parce que ça avait un sens par rapport au business, parce que ça avait un sens par rapport aux utilisateurs, peut-être que ça avait un sens, et donc expliquer, argumenter. Et ça montre en fait quelque part que vous tirez aussi des conclusions de la remise en question par rapport à cette histoire. Et enfin, dire, et nous, qu'est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement par rapport à cette histoire, mais aussi par rapport à mon expérience, et en quoi vous êtes aussi une entreprise qui m'intéresse, parce que je retrouve des éléments qui m'ont fait partie, qui sont plutôt positifs et qui contrebalancent complètement les éléments qui m'ont fait partir de mon ancien job. Donc déjà, vous valorisez aussi l'entreprise par rapport à ce qu'elle apporte de meilleur par rapport à l'expérience précédente. La question du licenciement, alors ça c'est aussi un autre sujet pas évident. Vraiment, c'est pas simple du tout. Des personnes vraiment se retrouvent dans des situations très critiques en ce moment, avec une certaine instabilité par rapport au marché du travail, avec des procédés vraiment d'abus aussi. Et j'ai envie de dire la chose suivante, c'est déjà refaire l'histoire. Ok, donc les raisons du licenciement, est-ce qu'il était justifié ou pas? Est-ce qu'à un moment donné, on est vraiment sur quelque chose où c'est juste pour, pareil, écrémer le staff, ou c'était juste pour faire un dossier contre vous parce que vous vous retrouvez dans une situation où il n'y a plus d'intérêt pour l'employeur, c'est triste à dire, hein, mais tout ce qui est grossesse, maternité, vous arrivez à un âge où vous êtes ultra protégé par le marché du travail, typiquement aux alentours de 65 ans, eux, ils veulent pas se retrouver dans une posture où ils peuvent plus, entre guillemets, vous virer. Des fois, c'est ça, hein, je plaisante pas. Hein. Donc, ils vous licencient. Et des fois, en fait, c'est là où c'est très vicieux, c'est qu'ils vont organiser un entretien préalable de licenciement ultra bétonné, parfois ultra violent, mettant sur la table des choses complètement infondées pour soit partir sur une faute de licenciement, sur licenciement pour faute grave, et donc donner le moins d'indemnité possible. Et donc là, en fait, ces moments-là, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais sont d'un traumatisme énorme. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles ont donné tout pour leur entreprise, elles ont été vraiment à fond dans leur job, et se retrouvent parfois dans des situations de licenciement abusif. Et donc là, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est déjà plus vous vous protégez en amont, plus le deuil et le traumatisme sera faible. Et je m'explique, c'est-à-dire que l'accompagnement, typiquement aux entretiens préalables de licenciement, c'est super important. Il y a des délégués du personnel dans l'entreprise, mais il y a aussi des délégués du personnel dans votre région. Et on va dire que plus vous êtes accompagné et plus vous avez un garde-fou, moins les gens en face vont s'amuser à être intimidants, à mettre des choses infondées sur la table, à chercher à vous faire peur. Donc déjà, c'est important de se dire que plus vous êtes accompagné, plus vous avez un regard aussi critique de la personne qui aura été là aussi pour évaluer cet entretien de préalable au licenciement. Et donc, ça permet de faire une réparation plus, on va dire, légère, quoi, plus facile pour après. Ensuite, la réparation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, admettons qu'on est vraiment sur un licenciement injustifié, il y a plusieurs schémas de réparation. Il y a le côté, je vais de l'avant, je tourne la page et fin de l'histoire et je me fais accompagner par un psy. Pourquoi pas? Quoi, je veux dire, c'est même des fois ce qui est souhaité, hein, c'est vraiment déballer tout ce qui a été mal vécu par rapport à cette expérience qui a provoqué des séquelles dans votre recherche aujourd'hui, dans une certaine fragilité, etc. Donc je comprends moi parfaitement qu'il y a une démarche de réparation à faire, et parfois ça peut être par la justice. Mais pour ça, il faut être solide, c'est-à-dire que ça peut être, la justice c'est long. La justice, c'est aussi beaucoup de démarches personnelles, qui est déjà de rencontrer un bon avocat qui va vous aider, qui est de se dire à un moment donné, vous allez encore être dans le passé, c'est-à-dire dans cette ancienne expérience avec votre employeur. Mais des fois, je peux comprendre qu'il y ait ce besoin-là pour aller de l'avant. Mais c'est important d'avoir conscience que ça prend du temps et que c'est une réparation longue, en fait. Et donc, à partir de là, il faut avoir conscience de tout ça, mais ça peut être tout à fait une démarche possible. Et cette réparation, c'est par la justice, c'est voilà, mettre tous les dossiers sur la table, c'est de récupérer toutes les informations aussi. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes encore en poste, n'hésitez pas à récolter le maximum de détails sur des choses qui seraient, apporter à votre employeur, c'est-à-dire que s'il vous reproche des choses, vous avez aussi des choses à leur reprocher. C'est ça que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les armes, il faut les rendre équitables. Et c'est pour ça que si vous partez en ayant tout laissé derrière vous, les boîtes mail, vous pouvez plus y accéder, etc., c'est compliqué. Donc vraiment, si vous êtes dans une démarche de réparation en disant « Ok, je suis prêt à aller vers la case justice », il faut que vous ayez les armes qu'il faut, et donc de ne pas partir comme ça en n'ayant rien gardé en matière d'archives, de documents écrits, etc., etc. Ensuite, vraiment, si c'est un licenciement justifié, parce qu'il y en a aussi des moments où vous avez fait des erreurs qui sont
impardonnable, que ça soit peut-être du harcèlement que vous avez fait, vous en êtes pas rendu compte. Ça peut être aussi, je sais pas, des choses assez problématiques dans le quotidien du job. Je pense que ça peut être intéressant aussi d'être dans une démarche de remise en question. Et ça peut être intéressant, voilà, de discuter avec votre employeur, de comprendre et à un moment donné de tirer de cette expérience qu'il ne faudra pas refaire par ailleurs. Donc le bilan de cette histoire, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire à l'instant, voilà, ce que l'on garde, ce que l'on jette et comment en parler par la suite. Donc là déjà, pareil, je vais être honnête, la relation avec mon employeur s'est arrêtée brutalement car nous n'étions pas alignés dans la fiche de poste ou dans la vision d'entreprise. Ça revient un petit peu à ce que je disais à l'expérience ratée. Vous n'êtes pas obligé de mettre sur la table que vous avez été licencié en fait. Quand je veux dire, ça ne regarde que vous. Le départ, il peut prendre des multiformes en fait. Ça peut être abandon de poste, ça peut être rupture conventionnelle, ça peut être démission, ça peut être licenciement. Et j'ai envie de dire, personne n'est censé savoir pourquoi vous êtes parti. Ensuite, après, si la personne se met à chercher cette info, à vous le dire sur la table, c'est qu'à un moment donné, ils ont été un petit peu trop loin dans la recherche personnelle de vos données. Peut-être qu'ils ont appelé votre ancien employeur et là j'ai envie de dire n'allez pas dans cette boîte parce que c'est pas normal en fait que ces gens-là sachent ce détail-là alors que c'est quelque chose de ultra confidentiel. Ensuite, poser des cas concrets d'incompatibilité sans forcément dire le mot licenciement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ni même évoquer les conflits directs avec votre patron. Les incompatibilités, c'est aussi culturel. Des fois, les licenciements s'inscrivent dans une culture d'entreprise. Des fois, il y a des personnes, c'est pas des blagues ce que je vais vous dire, qui ont des budgets de licenciement et qui savent très bien qu'à un moment donné, si tel cas de figure se présente, ils ont un budget pour virer des gens. Quoi, je veux dire, c'est dans la stratégie d'entreprise. Donc, vraiment, c'est important de se dire qu'à un moment donné, ce poids que vous portez du licenciement, il faut pas en fait que ça pèse dans votre futur job. Et donc, à partir de là, si c'est en plus culturel propre à l'entreprise, gardez, on va dire, en tête que vous avez cette possibilité vraiment de faire en sorte que ça aille quand même en votre faveur et que ça vous pénalise pas plus que ça en fait. Donc pour ça, il faut avoir le bon discours. Et le bon discours, c'est, encore une fois, montrer des cas d'incompatibilité, montrer effectivement qu'il y a des points qui vous ont chiffonné, qui ont fait que ça n'a pas fonctionné, etc. Mais vraiment, le licenciement, ne le mettez pas sur la table, ça ne regarde que vous. Encore une fois, ressortez, pardon, oula, j'allais faire une énorme faute. Ressortissez, non mais allô. Ressortez, pardon, les enseignements et les apprentissages, encore une fois, ce que vous voulez pas, ce que vous ne souhaitez pas et ce que vous souhaitez pour la suite et surtout questionner en face parce qu'au final, c'est très important de questionner pour ne pas vous retrouver dans la même situation parce qu'un licenciement, ça traumatise énormément et même si on dit dans la tech, on retrouve facilement les gens, ils sont ultra demandés. On ne se rend pas compte à quel point ça a un impact, que ça soit une personne qui n'a pas, entre guillemets, un profil bankable, mais que ça soit aussi une personne qui est ultra sollicitée, demandée sur le marché, se faire licencier, c'est violent. Donc vraiment, pour ne pas vous retrouver dans la même situation, rencontrer des agents de carrière, typiquement, rencontrer d'autres recruteurs, même en mode test, questionner, essayer de roder votre questionnement. C'est-à-dire qu'il y a des questions certainement que vous allez mettre sur la table qui vont permettre d'identifier des choses qui ont provoqué votre départ dans l'ancien job. Donc c'est très très important en tout cas d'avoir les bonnes questions et de bien questionner votre interlocuteur. Et enfin, si vous êtes intéressé, emballé, toujours pareil, une ouverture sur voilà comment en fait on peut travailler ensemble, comment on peut s'apporter mutuellement dans ce job, voilà ce qui me plaît, voilà ce que je ne veux pas retrouver, vous apportez ça et ainsi de suite et ainsi de suite. La case chômage. Donc là, tout ça, ça se retrouve, j'ai envie de dire. Il y a des points communs derrière tout ça. Moi, la case chômage, franchement, comme je disais tout à l'heure, ça a été difficile de la mettre sur la table parce que on est tellement dans un schéma d'instabilité aujourd'hui sur le marché, que ça soit avec le Covid à l'époque, que ça soit avec les histoires d'inflation aujourd'hui où ça licencie, où il y a des problèmes de levée de fonds, où aujourd'hui on a du mal à recruter des personnes juniors, on les prend parfois pour de mauvaises raisons, parce que ça coûte pas cher, et puis une fois qu'il est sur le poste, ou elle est sur le poste, on est sur un delivery fou, où les personnes n'arrivent pas à faire le taf, parce qu'on les forme pas. Bref, j'ai envie de dire, il y a tellement de raisons aujourd'hui d'être au chômage que pour moi c'est un non-sujet. Mais malgré tout, je sais que c'est un sujet à un moment donné où il faut savoir, pareil, le dépassionner et se dire, ok, vous êtes en chômage, c'est une période d'arrêt dans votre carrière, profitez de cette période. Vraiment, repos,
Apprentissage, bah, typiquement, apprendre de nouvelles choses, apprendre l'anglais. Là, en informatique, des fois, l'anglais. Moi, la première, hein, je vous le dis franchement, moi, je suis pas très bonne en anglais, ça me dessert parfois. Bah, si voilà, vous êtes une période au chômage, apprenez l'anglais, mettez-vous à jour sur plein de trucs, faites des rencontres, allez à des meet-up. Si vous avez la possibilité et l'argent pour le faire, allez-y joyeusement. Faites des recherches ciblées. Ok, vous avez identifié deux trois postes intéressants, bah, vous allez postuler, mais pas n'importe comment. Et enfin, ok, c'est bien de se reposer, c'est bien de s'arrêter 2 secondes, mais pensez à deadline. À quel moment il faut que je m'arrête de me reposer et vraiment que je me mette davantage dans une démarche active de recherche de job. Et là, j'en viens un peu à cette formule des OKR. Alors, ça peut sembler un petit peu chelou de mettre ça ici, mais c'est une formule qui existe beaucoup dans le monde de l'entreprise pour garder un bon niveau de motivation et pour se donner des objectifs. Et donc là, je vais vous montrer typiquement ce que c'est exactement. C'est voilà, définir les objectifs, définir des clés mesurables. Et j'ai envie de dire que quand on recherche un job, c'est en donner quelles sont les clés mesurables qui sont en phase avec vos objectifs. Mon objectif, c'est de faire, par exemple, 3 entretiens qui vont au-delà de l'entretien juste RH. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va être identifiable? Bah, ok, je vais montrer des clés du succès ou à un moment donné, le feedback que je vais recevoir, ça sera bonne aptitude sur du code JS ou ça va être très bonne capacité à faire des algos ou ce genre de choses. J'en sais rien, mais définissez-vous des points qui vous disent ah donc là en fait j'ai atteint mon objectif, c'est bon, j'ai reçu ces feedbacks, etc., etc. Ou alors j'ai été au-delà de je sais pas 2 entretiens RH. Pour vous c'est déjà énorme, c'est déjà une des bonnes clés de réussite qui vous motive pour la suite. Ensuite, essayez de trouver vraiment des points qui obtiennent l'adhésion en fait de comment dire de vos interlocuteurs que vous allez rencontrer. Comment vous pouvez obtenir l'adhésion là on parle d'adhésion d'une équipe, mais là c'est comment vraiment vous pouvez obtenir l'adhésion des personnes que vous en rencontrez pour que ça aille plus loin, pour les persuader, pour les convaincre. Et trouvez-vous des clés, des arguments en fait. Et c'est vraiment important que même si voilà vous n'avez pas toutes les compétences, parfois vous avez les bons arguments. Et c'est parfois ça qui fait la différence entre les candidats, entre ceux qui sont pas toujours très très bons mais qui ont de super arguments. Quand je dis pas très bon, encore une fois, je mets de la nuance, hein, mais qui ont parfois, entre guillemets, pas le profil le plus adéquat au poste, mais ils ont plein d'arguments. Oui, mais moi j'ai déjà fait ça. Oui, j'ai fait beaucoup de veille et je me suis perfectionnée sur ça il y a pas si longtemps. Bref, ils ont des arguments qui disent bon, ok, je me rassure, les gens en face adhèrent. Il faut que ça adhère en face, quoi. Ensuite, vraiment, c'est important de rencontrer régulièrement des mentors. Quand je parle des points réguliers, là, c'est un peu le même principe. C'est des mentors régulièrement, des recruteurs régulièrement, et faites des points pour savoir où vous en êtes un petit peu justement dans ces objectifs. Est-ce que aujourd'hui j'ai augmenté mes objectifs, je les ai réduits? Est-ce que à un moment donné j'ai été un petit peu plus loin que finalement ce que j'ai obtenu? Est-ce que je me donne comme deadline au bout de 3 semaines, je me concentre uniquement sur du développement front-end dans ma recherche, mais peut-être qu'à un moment donné, si le marché est saturé, s'il y a trop de gens qui sont sur du React et au final ça fonctionne pas, j'ouvre le scope au bout de 3 semaines et je change mon objectif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire, c'est que peut-être qu'à un moment donné, au fur et à mesure des entretiens, des rencontres, des échanges, si vous avez des feedbacks, des retours qui sont toujours les mêmes, le développement front-end, c'est un peu bouché, tu trouveras difficilement où cette stack technique, c'est un petit peu une stack de niche, est-ce que tu es capable d'ouvrir, etc. Si vous avez toujours ces mêmes retours au moment où vous faites plusieurs points avec justement des mentors, des RH ou même des gens dans votre milieu en fait, bah peut-être que là il faut changer et fixez-vous en fait d'autres objectifs à atteindre en fait. Donc je parle d'OKR en fait parce que c'est quelque chose qui existe beaucoup dans le monde du travail, dans les équipes, mais ça peut s'appliquer vraiment à l'échelle individuelle. Et surtout, encore une fois, ne restez pas seul, et ça revient un petit peu à ce que je viens de vous expliquer avant, c'est que ça demande beaucoup de récolte de feedback, de rencontres, de personnes qui vont vous donner des tips, des astuces, et ça va par le fait de fabriquer et de construire, de consolider un réseau. C'est vraiment très très important. Alors, vous êtes au chômage, comment ça se passe? Donc, du coup, je suis dans une période de recherche de job, assumez-le sans problème, mais je reste actif. Et donc là, c'est important en fait de se dire, bah oui, ok, la personne, elle est dans une période de creux dans son parcours, quoi, de creux. Ça, c'est pareil, hein, c'est des réflexes de ma profession, mais c'est même loin d'être des creux. Hein. Des fois, c'est même là où les gens sont les plus actifs que dans leur job. Donc ça, c'est pareil, c'est des formations professionnelles. Bon, bref. Donc, dans une période, on va dire,
comment dire, je sais même plus quoi dire du coup, de chômage, voilà. Et donc pendant cette période, voilà, vous restez actif, vous pouvez même me dire que vous êtes mis à votre compte, pas besoin de préciser si c'est vrai ou pas, hein, mais vous avez du coup eu le temps de réaliser des projets perso, des projets pro, donc ça montre que voilà, vous alimentez quand même cette employabilité, bien que vous soyez dans une période de chômage. Toujours préciser encore une fois le contexte du départ, pourquoi vous êtes parti, pourquoi ce chômage-là en fait aujourd'hui. Donc encore une fois, il peut y avoir plusieurs raisons, l'expérience ratée tout à l'heure, le licenciement, ou vous-même vous êtes parti. Vos nouvelles aspirations, qu'est-ce que ça vous a donné comme réflexion que d'être justement dans cette période de chômage en fait. Donc les actions menées pour les atteindre, les fameux OKR que j'expliquais, ok d'accord, je suis dans une période d'arrêt, mais c'est pas bien gênant en fait, parce que je me suis donné des objectifs, je me suis donné comme moyen d'apprendre ça et ça et ça, et ça montre en fait quelque part que vous faites un bilan plutôt positif à la fois de votre dernier job, ce que vous en tirez, mais aussi de cette expérience pendant le chômage, quoi, au chômage. Je vais réussir à dire les choses. Et donc ensuite les souhaits de projection, une fois que vous avez fait le bilan, cette réflexion. D'accord, donc moi maintenant ce que je voudrais, c'est ça dans l'idéal, ça je n'aimerais plus. Et pareil, comment ensemble on peut travailler ensemble. Moi j'ai observé dans votre annonce ces points très très positifs sur lesquels moi je me retrouve parce que c'est en raccord avec mes valeurs ou en raccord avec mes compétences techniques ou en raccord avec ma façon de faire les méthodos de travail par exemple. Et ces points-là typiquement que je connais moins, mais je sens que pendant cette période de préavis aussi, non là en l'état il n'y a pas de préavis, mais pendant cette période juste avant de me recruter, je peux me former dessus. D'ailleurs, j'ai déjà commencé, rien que pendant le processus de recrutement, à me documenter sur cette stack-là, par exemple. Il y a des personnes qui l'ont fait et je trouvais ça ultra positif. Donc vraiment montrer que voilà, vous avez envie de travailler avec cette entreprise, si évidemment vous en avez envie, parce que des fois, ne faites pas les entretiens où vous dites ouais, je le fais, et puis en fait, parce que j'ai vu la lumière, quoi. Ça se sentira et c'est de la perte de temps. Autant mieux cibler et montrer votre envie pendant l'entretien. Sujet vraiment très très compliqué, la maladie grave. Donc ça, c'est un sujet qui concerne plein de monde, des personnes qui sont dans une maladie chronique, des personnes qui sont dans une situation de maladie grave pour eux-mêmes, typiquement un cancer, ces personnes qui ont des enfants malades ou des personnes en situation parents aidants, par exemple, où ils ont des enfants en situation de handicap. Et je peux vous dire sincèrement, et là j'en parle à toutes les entreprises si vous m'écoutez, faites preuve d'humanité. Moi, je vois encore trop de ce que j'appelle est-ce qu'ils sont heureux? Je fais des sondages en mode Great Place to Work. Je fais les artifices du bonheur, mais soyez plutôt dans l'entraide du malheur, quoi. Parce qu'il y a des gens, vraiment, ils n'oseront jamais aborder ces points-là. Et d'ailleurs, il y a, il me semble, le patron de Havas qui, enfin, a mis, Havas Publicité, je crois, c'est ça? Je sais plus si je me trompe. Bon, bref, vous me direz si je me trompe. Mais qui a vraiment mis le sujet du cancer sur la table parce que lui-même a été touché. Et c'est un sujet qui est loin d'être anodin aujourd'hui dans les entreprises. Il y a plein de personnes qui en sont touchées de près comme de loin. Et donc, j'ai envie de dire, les entreprises, prenez ce temps d'être disponibles, d'écouter et surtout d'aider ces personnes qui vivent un moment ultra compliqué dans la vie, en fait. Et parfois, c'est juste ces petites entraides dans ces moments-là qui font la différence entre un employeur par rapport à un autre, qui font la différence sur le fait que les gens veulent rester dans le job ou ne veulent pas rester dans le job, en fait. Et ça, pour moi, j'ai envie de dire que ce sujet-là devrait être un sujet bien plus central aujourd'hui dans les entreprises qu'il ne l'est. Ensuite, maintenant, voilà, vous avez connu cette phase-là. Je ne sais pas exactement si c'est fini pour vous, par exemple la chimio, si vous êtes là à vous dire, bon là c'est bon, je suis en rémission, je me remets à chercher un job, ou ça peut être une autre histoire de maladie, j'en sais trop rien. Mais vous avez acté, ok, bah, je vais me mettre à chercher un job. Donc déjà, moi, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est, ouais, est-ce que vous êtes vraiment prête? J'en parlais déjà tout à l'heure, c'est que vraiment, des fois, se poser, c'est important. C'est vraiment de se dire, bah voilà, est-ce que là, j'ai envie de me remettre dans une situation active? Est-ce que c'est pour oublier ce que je suis en train de vivre? Et donc, j'ai pas vraiment fait le deuil et c'est une façon pour moi de passer à autre chose assez rapidement. Ou alors, vraiment, vous dites, là, c'est bon, j'ai envie, je me sens prête et je suis prêt à mettre de l'enthousiasme, de l'énergie et de la motivation pour un job. Déjà, se poser cette question, mine de rien, c'est super important. Ensuite, une fois que vous êtes dit ça, vous dites, ok, d'accord, donc je suis motivée, mais ma vie, elle a changé, en fait. Donc, à partir de là, il faut vraiment penser le job adapté à votre nouvelle personne. Tant la personne que vous êtes sur le plan physique,
sur le plan même peut-être géographique. Il y a des gens qui changent de ville pour aider leur enfant sur des maladies, par exemple. Et ça peut être aussi sur le plan psychologique. Est-ce que je suis prête? Est-ce que vraiment mon poste est adapté par rapport à qui je suis? Et donc là, si aujourd'hui vous avez le même employeur, bah, imposez ces contraintes-là, en fait. Discutez-en et voyez vraiment comment la personne réagit. Vous posez vraiment les conditions, c'est-à-dire, voilà, mon histoire, c'est ça. À partir de là, voici, j'ai bien réfléchi à ma roadmap de job, en fait. Voilà ce qui pourrait être compatible avec ce que je fais comme métier. Je sais que ça, c'est pas compatible dans mon métier par rapport à mes nouvelles contraintes. Et comment on peut trouver un compromis pour faire en sorte que comment dire, ça ne me pénalise pas. Et des fois, c'est peut-être recruter une nouvelle personne. Peut-être que ça peut être à un moment donné un aménagement des horaires. Peut-être que ça peut être à un moment donné faire du télétravail et non pas du présentiel. Et donc là, ça doit être un dialogue, une discussion. Mais vraiment, ne dites pas, voilà, j'ai cette maladie, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, l'employeur, j'en suis intimement convaincue, que, encore une fois, je parlais tout à l'heure de la peur, de la méconnaissance, etc., va se dire, bah, qu'est-ce que, tu sais, il a un poids comme ça, là, qui pèse, une charge, il sait pas quoi faire, il sait pas gérer votre problème. Donc, j'ai envie de dire, quelque part, quoi, il sait pas. Des fois, il sait, hein, il connaît le droit du travail, etc. Mais il sait pas exactement concrètement. Donc, il y a un petit peu ce côté de coopération pour faire en sorte que comment dire, l'adaptabilité soit tout à fait faisable sur le plan concret. Donc, vraiment, faites une roadmap, en fait. Voilà aujourd'hui ma situation. Voilà mes contraintes. Voilà comment j'imagine adapter mon poste sur ce pendant-là. Voilà comment j'imagine ces pendants-là pas du tout adaptables et qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà, c'est tout bête, mais si vous avez fait ce travail-là, je trouve que votre employeur, a priori, il apprécierait, à mon avis, ce travail de réflexion. Et s'il est OK, pas patient, voilà, disponible, etc., bah, gardez cet employeur, quoi. Je veux dire, partez pas ailleurs. Par contre, s'il y en a un, clairement, dès l'instant où il a vu que vous étiez sur le lit d'hôpital, ou à peine vous êtes arrivé, déjà, vos fonctions, elles ont changé, il n'a même pas envie d'entendre vos nouvelles conditions de travail, bah, changez d'employeur, quoi. Donc à partir de là, si vous changez, bah, renouez avec votre réseau pro en douceur. Prenez des contacts, reprenez des déj si vous pouvez. Faites des visios, j'en sais trop rien. Mais voilà, essayez de renouer avec les personnes avec lesquelles vous vous entendez bien, avec lesquelles il y a déjà une sorte de gage de confiance. Ça peut déjà vous remettre un pied à l'étrier. Enfin, si vous arrivez sur le terrain de l'entretien, vraiment gardez cette information comme étant la vôtre. C'est-à-dire que sur le plan physique, il peut y avoir des transformations et ça se voit. Et c'est pas l'employeur qui va dire mais excusez-moi, je comprends pas, c'est quoi votre tâche sur visage ou c'est quoi, je sais pas si mettons vous êtes en train de vous boiter ou que sais-je encore, c'est pas son histoire en fait, c'est pas son problème, enfin, c'est pas son problème, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas lui qui doit mettre ce sujet sur la table, c'est vous qui doit, si vous avez envie de le mettre, qui le mettez sur la table en fait. Et en fait, si vous faites ce choix de partager donc votre maladie, vous en avez totalement le droit, mais par contre, il faut l'assumer totalement. Et à partir de là, c'est important vraiment de présenter son expérience à mes yeux comme étant de grands blocs. Plus vous mettrez en avant ce que j'appelle l'aspect chronologique des choses, plus vous allez mettre en avant peut-être les trous, les moments de cassure, les départs, etc. Donc par exemple, vous pouvez dire, voilà, mon expérience, la big picture, c'est ça. J'ai fait du dev pendant tant de temps. J'ai fait de la data dans tel environnement pendant tant de temps et j'ai basculé côté ops pendant tant de temps. Souvent, c'est ça les parcours. Des fois, c'est 3 grandes rubriques, dev, gestion de projet, manager. Il y a souvent, voilà, 3 ou 4 grandes rubriques, disons. Vous les présentez comme ça, vous présentez la durée, vous présentez ce que vous avez fait dans les grandes lignes, et surtout vous mettez dans ces mêmes rubriques, et j'ai aussi connu une rupture dans mon parcours professionnel. Et je la mets comme une expérience comme les autres, et je vais vous expliquer pourquoi en fait. Et donc là, vous expliquez la raison, mais vous dites les mots en fait. Quoi. C'est pas quoi. Si vous assumez, dites-les quoi. Si vous pouvez vraiment sans avoir honte. Encore une fois, si vous parlez de cancer, bah dites le mot cancer en fait. Vous avez totalement le droit. Et c'est ça que je veux dire, c'est que vous avez le droit totalement d'assumer. Après, si vous dites maladie grave, bah dites le mot grave en fait. Quoi. Et là, faut pas en fait atténuer, adoucir, contourner, parce qu'au final, les personnes en face, elles vont se dire, oh bah c'est pas très grave. Alors que si, en fait, c'est quelque chose que vous avez peut-être vraiment vécu et qui sont importantes à vos yeux, donc il faut dire les mots. Et ensuite, partage du souhait du job en fait, c'est-à-dire
Voilà, une fois que vous avez dit les choses, vous avez compris, mon parcours c'est celui-ci, j'adore mon job, j'aimerais bien m'orienter vers tel métier parce que c'est en cohérence avec les jobs que j'ai eus jusqu'à maintenant. Mais par contre, pour atteindre ce job, j'attends aussi de l'employeur qui s'adapte par rapport à ma situation. Et donc là, vous pouvez expliquer les contraintes qui sont les vôtres, à quel point vous avez l'impression que l'entreprise que vous avez en face de vous est capable d'y répondre, parce que vous avez vu des éléments dans l'annonce qui pourraient peut-être y répondre, et à quel point l'entreprise est capable de faire des efforts aussi. Donc là, vous pouvez très bien dire, et d'ailleurs, ça va être aussi un élément de choix dans mes décisions, dans les différentes opportunités que je pourrais avoir. Donc vraiment, ce point-là, ça doit laisser place à l'échange et non pas au jugement. Ça doit être vraiment ce moment où l'entreprise, soit elle va se dire oula, c'est trop compliqué pour moi, franchement on sait pas faire, et bon bah ciao bye bye, en fait c'est pas grave, tant pis. Soit l'entreprise elle est capable de faire preuve d'empathie, d'être dans l'échange, d'être même peut-être dans le partage de situations similaires. Encore une fois, comme je disais, des fois plus vous en parlez, plus vous avez des gens en fait qui sont capables de vous dire bah oui, moi j'ai connu ça, ou une personne dans l'entreprise elle a connu exactement ça, on a mis ça en place, etc., etc. Et donc là c'est intéressant tout de suite de se dire ah bah tiens là cet employeur m'intéresse parce que en abordant quelque chose quand même de personnel, quelque chose qui exige certaines contraintes certainement, il fait preuve d'ouverture et d'adaptabilité. Et donc là c'est voilà comment on avance ensemble et comment on peut s'apporter les choses mutuellement. Mes conseils sont les suivants. Alors, je sais pas si vraiment j'ai abordé comme il faut les choses. Moi, je les aborde un peu de façon très spontanée, de façon très intuitive. J'ai pas de comment dire de schéma tout fait par rapport à ce que je viens de vous dire. Certainement qu'il y a plein de choses qui sont réajustables. Peut-être qu'il y a des choses, vous allez me dire, mais n'importe quoi, et ça me va aussi, quoi. Je veux dire, je suis pleinement ouverte à la critique. Mais mes conseils, ça reste les suivants. C'est déjà vraiment ce point critique de votre carrière, faites-en un moment d'échange, de discussion, pour évaluer le degré de compatibilité au niveau des valeurs avec l'entreprise et d'ouverture d'esprit. Si vous mettez ce sujet sur la table, c'est votre choix. Et des fois, il y a des personnes qui disent ça va me pénaliser. C'est vrai que ça dépend des jobs. Mais en même temps, c'est pas gênant, quelque part, de se dire que, bah, en fait, vous écrémez toute une partie des employeurs et vous ne gardez que ceux qui vont être meilleurs pour votre santé mentale, en fait. Parce qu'on est là, en fait. On en est là. C'est-à-dire que des fois, vous avez plein de jobs. Certes, c'est super intéressant. C'est un petit peu comme dans les relations amoureuses, hein. Ok, vous avez plein de gens qui sont intéressés par vous. Vous faites la réunion, la date, et en fait, ils se disent, bah, finalement, c'est terminé, quoi. Et je trouve que c'est vachement frustrant de se dire, bah, en fait, il y a plein de monde intéressé, et puis dès que je mets, euh, comment dire, dès que je présente mon handicap, etc., hop, il y a tout le monde qui se barre, quoi. Bah là, au moins, vous dites, bah, c'est pas grave, en fait, je l'affiche clairement, je le dis, dès l'entretien, s'il faut, dès le premier entretien, si vous en avez envie, et c'est pas gênant. Au pire, les entreprises qui sont pas intéressées, bah, ciao, bye bye, et c'est pas grave, quoi. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez le mettre à tous les niveaux, soit sur votre CV, soit vous pouvez le mettre dès le premier entretien, soit vous avez plus confiance, vous avez envie d'avancer par la suite et vous le direz au second entretien. Mais quoi qu'il en soit, faites un moment d'échange et d'évaluation. Quand je parlais des red flags dans une dernière présentation, c'est aussi ça, quoi. Ça vous permet d'identifier les red flags des entreprises. Ne rentrez pas pour autant dans le détail de votre histoire en entretien. C'est-à-dire que si vraiment ça a été une maladie très très éprouvante ou que ça a été un licenciement très compliqué, pas besoin d'expliquer que Pierre-Paul Jacques il a, je sais pas, été pas du tout sympa le moment où vous avez fait l'entretien préalable de licenciement parce qu'il a mis ce dossier sur la table. En fait, l'entretien, ça dure 1 heure, premièrement, donc vous n'avez pas déjà le temps de tout mettre sur la table. Et puis, les personnes retiendront peut-être les éléments en mode gossip, en mode buzz, en mode, je sais pas comment expliquer ça, mais du coup, ils vont retenir les mauvaises choses, quoi. C'est pas la peine d'aller dans le détail des éléments, poser le cadre, c'est déjà amplement suffisant. C'est déjà énorme que d'avoir le courage pour beaucoup de personnes de dire les choses, mais pas la peine non plus de faire ce que j'appelle l'étalage de tout ce que vous avez pu vivre. C'est déjà très personnel et ça ne les regarde pas. Ensuite, et comme je le disais tout à l'heure, évaluer les réactions. Est-ce que l'espace il est safe, adapté, et du coup, ça permettra encore une fois d'identifier les red flags. Et ne lâchez rien. Vraiment, dites-vous que, ok, peut-être que vous allez mettre plus de temps que d'autres pour chercher un job, certainement. Peut-être que ça va être des moments, mais je pense que je vous apprends rien sur ça, hein, j'en parlerai après en deuxième session sur la question de l'handicap, mais c'est des moments de jugement, de critique qui sont vachement violents. Mais dites-vous que, bah, en fait, à un moment donné, les entreprises qui vraiment vous font confiance,
et ben, en fait, elles veulent vous garder. Il y aura un vrai souhait de travailler ensemble et peut-être que ça fera des expériences beaucoup plus safe, beaucoup plus intéressantes pour votre santé mentale et que peut-être ça sera des expériences aussi plus longues parce que vous vous dites, pardon, que l'entreprise, dès le début de l'entretien, elle a été ultra empathique, ultra intéressante, ultra généreuse, peut-être même dans le fait de vous donner du détail sur comment faire en sorte que le projet et le poste soient adaptés, et c'est que du bonus pour la suite. Alors que des fois, quand on n'a pas ces situations-là, on n'est pas capable d'évaluer ça aussi de l'employeur, et des fois, les surprises arrivent après. Et donc, du coup, on se retrouve à se dire, purée, mais si j'avais su ça, je serais pas allé dans cette boîte, quoi. Alors que, quelque part, le problème, mis sur la table tout de suite, ça permet d'évaluer ce degré d'empathie de l'entreprise. Donc c'est quelque part un faux plus, quoi. Mais ça reste quand même intéressant et ça peut permettre vraiment d'avoir des expériences par la suite beaucoup plus pertinentes. Ensuite, ce que je vais aborder la prochaine fois, le harcèlement sexuel et moral, quand des personnes quittent leur job pour ces raisons-là, et il y en a plein. Vraiment beaucoup. Je ne donnerai pas des anecdotes, hein, mais des fois c'est quand même assez ouf. Tout ce que l'on peut entendre, on croit que c'est l'histoire ancienne, on croit que c'est des sujets complètement anecdotiques à la marge, mais non, vraiment pas. La dépression aussi, loin d'être facile. Souvent on parle de juste je suis de mauvaise humeur, je suis pas bien, c'est de la dépression. Non, la dépression ce n'est pas ça, et c'est jamais évident de parfois vraiment comprendre les nuances en tant qu'employeur, premièrement, en tant que recruteur, de comprendre les nuances aussi soi-même. Des fois, on utilise des faux termes. Pareil pour le burn-out, parfois j'ai l'impression qu'on est dans ce que j'appelle le personal branding du burn-out. On voit des posts LinkedIn qui font comme si, je sais pas, j'ai fait un burn-out, c'est presque tendance. Quoi, voilà, je sais pas comment expliquer ça. Donc ça presque ça banalise un petit peu parfois, je trouve, le sujet, alors qu'il y a des situations où des personnes pendant 8 ans, elles n'ont pas pu trouver un poste parce que tout simplement le burn-out était hardcore, quoi. Donc vraiment, c'est important de ne pas banaliser, de savoir en parler. Bon, ça, j'en parlerai après dans une prochaine présentation. Et idem pour l'handicap. L'handicap, j'y mets vraiment plein de choses. Ça peut être aussi bien l'handicap physique, ça peut être aussi bien le trouble psychologique, ça peut être le neuroatypisme aussi. Quoi. Vraiment, il y a plein de choses à travers cette catégorie-là. Certainement, comment dire, c'est peut-être pas une bonne chose de tout mettre dedans, et peut-être qu'il aurait fallu vraiment faire des splits différents. Je l'entends parfaitement, mais j'estime que ça reste un point, une porte d'entrée sur plein d'autres sujets à aborder à travers ce point-là, quoi. Je sais pas si je me suis bien exprimée, mais en gros, ça pourrait être même une présentation complètement dédiée, même, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà globalement ce que je peux vous dire à travers toute cette présentation, et j'espère qu'elle a été claire, assez riche et constructive. Et vraiment, n'hésitez pas, autre point, à en faire des témoignages. Moi, j'ai bien envie aussi à travers cette chaîne YouTube de faire, pourquoi pas, un format podcast ou à travers un sujet donné. Donc là, en l'état, c'est les moments délicats dans l'expérience, pour pouvoir en faire aussi des podcasts et des témoignages de personnes qui ont vécu une situation donnée, typique, et qui sont capables, s'ils en ont l'envie évidemment, de partager comment elles se sont intégrées dans l'entreprise, comment elles ont abordé cela en entretien. Je trouve que ça pourrait mettre un petit peu de concret, plus que je n'en ai fait aujourd'hui, par rapport à ce sujet. Voilà, merci à tous et vraiment très très bonne journée à tout le monde.